J'ai compté 79 nouveautés ces 2 dernières semaines, c'est un poil plus que le rythme habituel, on sent que la conférence re:Invent à Las Vegas s'approche, mais dans cet épisode, vous découvrirez des nouveautés concernant MemoryDB, où le remplaçant de Redis, qui s'appelle Valky, arrive. Il y a des nouvelles API également qui vont vous aider à automatiser vos postures de sécurité ou vos inventaires, et puis des nouvelles concernant le 0ETL, Lambda, CodePipeline ou encore Amazon Workspaces. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français tous les vendredis matins dans les bonnes applications de podcast, Apple, Deezer, Spotify, YouTube, Amazon Music et bien d'autres. Continuez de nous laisser vos petits pouces vers le haut, vos commentaires, vos étoiles, de venir nous dire bonjour quand on est dans des conférences ou quand, comme cette semaine, j'étais chez un client et on parle un peu de ce que vous écoutez, de ce que vous aimez dans le podcast et de nous suggérer également des changements, des choses à améliorer ou à tester, à innover pour les prochaine saison. Vous le savez, une semaine sur deux, on passe en revue l'actualité des 2 dernières semaines. L'actualité avec un biais forcément, parce que dans les 79 nouveautés, j'aurai pas le temps de tout parler dans cet épisode, de parler de tout dans cet épisode. Et donc j'ai fait une sélection qui est censée vous intéresser, qui j'espère vous intéresse, vous les builders, les développeurs, les gens qui construisez des solutions sur AWS. La première nouveauté, elle est pas super sexy, et je vous avoue qu'avoir j'avais lu le titre, j'avais zappé, j'étais passé dessus et c'est seulement un peu plus tard que je suis revenu dessus en voyant d'autres posts, des blogs ou des posts sur les réseaux sociaux où je me dis ah oui tiens ça c'est intéressant. C'est une nouvelle API, enfin une API c'est beaucoup dire, hein. C'est un endpoint HTTPS qui renvoie des fichiers JSON un peu comme celui des adresses IP, des CIDR, range. C'est une nouvelle API qui liste tous les services AWS avec leur nom d'API et pour chacun d'eux donne le lien vers un autre JSON qui lui liste les actions possibles. Et donc maintenant vous avez une source autoritative et accessible programmatiquement de toutes les actions possibles sur un service. À quoi ça peut servir? Ça peut servir à créer des scripts qui créent, qui gère ou qui vérifie des politiques de sécurité. Parce que d'un côté, maintenant, vous avez une liste complète des actions possibles. De l'autre, vous avez vos politiques de sécurité. Donc, vous pouvez automatiser les correspondances, automatiser certaines générations de vos postures de sécurité, par exemple, grâce à des scripts que vous pouvez écrire. Donc, ça peut être très utile et très intéressant. C'est le genre de petite annonce qui peut vraiment vous changer la vie et qui passe généralement complètement sous le radar. Alors tant qu'on est à lister des ressources, il y a AWS Resource Explorer qui lance aussi une nouvelle API pour lister votre inventaire de ressources. Alors pour le coup là c'est une vraie API avec de l'automatisation, des paramètres en entrée et en sortie, etc. C'est pas juste un fichier JSON, mais vous savez que vous pouvez utiliser Resource Explorer pour rechercher certaines ressources en utilisant des mots-clés ou faire des recherches. Et bien aujourd'hui, maintenant, il y a une API qui permet de faire ça avec de la pagination, etc. Ça s'appelle List Resource API et c'est disponible sur AWS Resource Explorer. CodePipeline introduit 4 nouveautés cette semaine, ce qui est assez encourageant parce que CodeBuild, qui fonctionne de pair en général avec CodePipeline, a aussi annoncé des nouveautés il y a 2 semaines et suite à l'arrêt de CodeCommit, le service managé pour stocker des repos de code, j'avais reçu beaucoup de questions qui me disaient quel est l'avenir de CodePipeline et de CodeBuild. Eh bien, au vu de l'intense développement et des nouveautés qui sont introduites depuis quelques semaines, j'ai pas trop de soucis à me faire sur CodePipeline et CodeBuild. Donc CodePipeline, c'est cet orchestrateur de tâches pour implémenter vos flux d'intégration continue, de CI. 4 nouveautés, une nouvelle action. Les actions, c'est ce que peut faire CodePipeline quand il y a des changements dans le code source. Une action générique qui permet de déclencher un script, un shell script qui va tourner dans une instance EC2 sur Amazon Linux 2023. Donc une instance super générique. À partir d'un shell script, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Appeler des autres API, des systèmes propriétaires chez vous, n'importe quoi.
Donc ça introduit beaucoup de flexibilité dans vos pipelines. Une nouvelle expérience dans la console également. Si vous créez un pipeline à partir de zéro, vous verrez la console a été entièrement repensée avec des éléments graphiques pour vous permettre de choisir la source de votre pipeline, où se trouve votre code source, les actions à faire, les destinations, etc., etc. Donc si vous créez des pipelines manuellement dans la console, ou si vous apprenez à utiliser CodePipeline, parce que quand on apprend un service, typiquement, on utilise la console et c'est bien normal. Vous allez voir, il y a une nouvelle expérience Getting Started. Une nouvelle possibilité aussi, celle de pouvoir passer une étape, en fonction du résultat de l'étape précédente. Jusqu'à présent, tout ce qu'on pouvait faire, c'était fail ou rollback. Maintenant, il y a skip également. Et skip, ça veut dire on fait pas l'étape suivante. Là aussi, ça vous offre un peu plus de flexibilité pour définir vos workflows, vos architectures d'intégration continue. Et la dernière nouveauté, c'est le retry automatique. Donc quand quand une action échoue, jusqu'à présent, vous aviez le choix de échouer la totalité du code pipeline ou faire un rollback des actions. Maintenant, il y a une possibilité de faire un retry où automatiquement code pipeline, après un certain temps, va réessayer l'action là où ça a du sens, où c'est une action où c'est une erreur qui peut être réessayée, et il va réessayer uniquement une fois évidemment pour éviter de rentrer dans une boucle infinie. Donc 4 nouveautés sur AWS Code Pipeline. Amazon Workspace, vous savez, c'est ce service qui permet de tourner dans Workstation, station de travail dans le cloud. Vous avez une virtual machine, typiquement avec Windows, mais on supporte Linux également. Et puis vous avez un client, il y a des clients web, il y a des clients Linux, Windows et macOS qui vous permet d'accéder à distance à ces workstations. C'est beaucoup utilisé pour donner accès à des machines à des travailleurs temporaires, des contractants par exemple, ou pour des questions de sécurité aussi, puisque ces machines tournant dans le cloud, on n'a pas accès aux devices USB, etc. Enfin, on peut avoir accès si l'administrateur l'autorise, mais par défaut, tout ça, c'est bloqué. Alors, il y avait quelques nouveautés la semaine passée sur Workspace, notamment la disponibilité des thin clients, des clients matériels qu'on peut commander. C'est une petite boîte. Ça ressemble un peu à une Fire TV. On branche un écran, un clavier et le réseau, évidemment, et puis on accède à ces Workspace dans le cloud. Alors, vous allez me dire, le matériel client pour Workspace, c'est pas nouveau. C'est nouveau en Europe. On peut les commander maintenant en Europe. Et c'est quoi la nouveauté de cette semaine? C'est la possibilité, si l'administrateur le configure, de pouvoir faire du transfert de fichiers. C'est toujours un peu pénible quand on doit échanger un fichier entre ces machines remote dans le cloud et en local. Moi, je passe par des disques externes, des Dropbox ou des choses comme ça. Et bien maintenant, il y a un petit menu File Transfer qui permet d'envoyer ou de télécharger des fichiers automatiquement entre ma machine dans le cloud et ma machine locale, si l'administrateur l'autorise, évidemment, parce que souvent on utilise Workspace pour éviter ce genre de choses. Je m'attendais à une interface graphique un peu comme certaines solutions de virtualisation desktop le font, un drag and drop de fichiers. On n'est pas encore là. Il faut passer par un petit menu qui s'appelle File Transfer, mais il est facile à trouver et vos fichiers arrivent dans un répertoire dédié sur Windows ou sur Linux dans le cloud. Donc essayez Amazon Workspaces File Transfer. Lambda détecte maintenant les boucles infinies avec S3. J'avais fait un épisode entier du podcast à ce sujet il y a quelques temps où un client nous expliquait qu'il avait mal configuré une fonction Lambda et créé ainsi une boucle infinie entre Lambda et S3. Typiquement, Lambda, vous pouvez l'utiliser pour être déclenché et faire du traitement quand un fichier est déposé sur S3. Donc imaginez que vous fassiez une fonction Lambda qui se déclenche quand un fichier arrive sur S3 dans une repository, enfin avec un key préfixe sur S3 et votre fonction lambda va écrire le résultat au même endroit. Et bien donc il y a un nouveau fichier qui arrive sur S3 qui redéclenche la fonction lambda et ainsi de suite. Et on crée ainsi une boucle infinie qui peut coûter très cher. On parle en milliers d'euros si vous laissez tourner ça plusieurs heures, plusieurs jours, parce que chaque invocation à lambda est facturée, les millisecondes de CPU lambda sont facturées, les appels API d'S3 sont facturés, et donc ça peut faire des factures assez dramatiques. Et bien maintenant, lambda va automatiquement détecter les actions récursives entre lambda et S3 et les arrêter. Vous lancez également des notifications sur le AWS Health Dashboard, l'écran de monitoring de santé de votre infrastructure. C'est activé automatiquement, c'est dans toutes les régions où se trouve Lambda, et il y a une nouvelle API, c'est à ça que je voulais en venir, c'est ça qui me faisait hésiter, qui s'appelle Put Function Recursion Config. C'est une nouvelle
API pour désactiver ce comportement, donc désactiver cette détection qui est activée automatiquement. À reInvent l'année passée, nous avions annoncé du 0 ETL. Donc le 0 ETL, c'est la possibilité de déplacer des données entre une source de données et une destination de données, typiquement vers des data warehouse, vers Redshift, vers S3, et typiquement comme la source est plutôt des bases de données RDS, Aurora ou DynamoDB par exemple. Pourquoi ? Pour que vous n'ayez pas vous-même à construire, déployer et maintenir vos pipelines d'intégration entre vos données transactionnelles et vos données d'analytique, vos données chaudes et vos données froides. Alors après l'annonce et les effets d'annonce de reInvent en décembre l'année passée, eh bien voilà que plusieurs services deviennent disponibles pour tout le monde. Il y en a 2 cette semaine, c'est Amazon Aurora PostgreSQL vers Amazon Redshift et l'autre c'est Amazon DynamoDB, la base de données Key Value en mémoire. Pardon, pas en mémoire, Amazon DynamoDB Key Value, NoSQL, c'est ça que je voulais dire, vers Redshift également. Donc c'est vraiment dans la console de DynamoDB maintenant, vous cliquez 0 ETL, vous donnez la destination, évidemment il faut avoir un Redshift cluster où il faut en créer un pour l'occasion et automatiquement le système va transporter toutes les données chaque fois qu'elles sont modifiées, chaque fois qu'elles sont ajoutées à DynamoDB vers Amazon Redshift et vous n'avez plus à gérer l'infrastructure de ces pipelines d'ETL. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque Amazon MemoryDB, et d'où mon lapsus dans la nouvelle précédente, Amazon MemoryDB, vous savez, c'est un service managé pour des bases de données Key Value en mémoire, qui utilisait Redis sous le capot jusqu'à peu. Eh bien, MemoryDB a un nouveau engin compatible avec Redis qui s'appelle Valky. Alors peut-être que vous avez loupé le soap opéra, le psychodrame de début d'année où la société qui gère Redis a annoncé le changement de licence qui interdisait à des cloud providers d'utiliser le produit en open source pour offrir une infrastructure managée. Et suite à cette annonce de changement de licence, eh bien la communauté open source s'est un peu révoltée et a choisi l'option de l'arme nucléaire qui est le fork en open source. Ils ont forqué Redis, ils ont créé un projet qui s'appelle Valky, qui est hosté et géré maintenant par la Linux Software Foundation. Eh bien, Valky arrive en service managé sur MemoryDB. Valky était déjà dispo depuis quelques mois. Vous pouviez télécharger des builds de Valky, soit pour des serveurs, soit pour tester sur votre portable. Valky est compatible avec Redis, donc c'est un drop-in remplacement. Vous ne devez pas changer vos applications, ce sont les mêmes API. Et MemoryDB, c'est un service entièrement managé. Vous n'avez pas à installer, à scaler ou à vous occuper de l'infrastructure pour retourner votre Memory Data Store. Alors Amazon annonce un prix 30% moins cher sur MemoryDB Valky plutôt que MemoryDB Redis. Les 10 premiers Tera par mois sont gratuits et toute donnée écrite au-delà de 10 terabytes sera facturée à 0,04 centimes de dollars hors TVA par gigabyte, ce qui est 80% moins cher que MemoryDB pour Redis. Et on répète que Valky est open source, high performance, c'est un stockage clé-valeur qui est supporté par plus de 40 sociétés sous le parrainage de la Linux Foundation. Donc si vous utilisez MemoryDB pour Redis, passez à Valky, ça va réduire votre facture et en principe vous ne devez pas changer vos applications. Vous pouvez télécharger également des containers ou les builds de Valky pour tester cela en local avant de déployer sur le cloud. Mais si vous utilisez MemoryDB, jetez donc un coup d'œil à Valky. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français. La semaine prochaine, on se retrouve pour 2 épisodes. Mercredi, Woman in Tech, avec des parcours de femmes inspirantes. J'aurai Eva Fight comme invitée la semaine prochaine. Eva travaillait chez Amazon dans l'équipe qui s'occupe de l'expansion internationale. Et elle s'est dit, tiens, il n'y a pas encore Amazon en Belgique, ça serait bien qu'on crée Amazon en Belgique. Elle a écrit un 6-pager, un document de 6 pages. Elle s'est battue longtemps
plusieurs années pour faire passer cette idée qui a finalement été acceptée. Amazon a décidé d'ouvrir Amazon Belgique, c'est ouvert depuis 2 ans et elle est maintenant la directrice d'Amazon Belgique. Elle va nous raconter son parcours, sa volonté et sa manière de faire. On parlera d'inclusion, de diversité et d'équité dans Women in Tech mercredi prochain, le 23 octobre. Et puis vendredi, on parlera multicloud avec un de nos partenaires qui s'appelle Atem, que vous avez déjà eu comme invité dans le podcast AWS en français. Ils offrent des services en SaaS sur plusieurs clouds. Certains de leurs clients choisissent AWS, c'est tant mieux. Parfois c'est Google, parfois c'est Azure, parfois c'est Oracle, parfois c'est Alibaba. Donc on va parler architecture, comment créer des applications, comment créer des infrastructures qui peuvent être déployées facilement sur plusieurs clouds. Ça sera vendredi le 25 du 10 dans toutes les bonnes applications de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.